pour vous partager des informations. Je sais bien que mes vidéos sont pas très à la mode, pas très sexy. Il faudrait mettre des musiques, il faudrait mettre des images, il faudrait faire comme font les youtubeurs, mais c'est pas vraiment mon idée, c'est pas mon but. Je sais aussi que c'est des contenus qui sont parfois un petit peu longs. Je sais que l'époque ne prête pas à une attention prolongée. Donc si c'est long, on peut faire pause. Et puis voilà. En tout cas, je vais continuer sur le même mode parce que ce qui m'importe, c'est pas tant la forme que vraiment le fond. Et c'est ce sur quoi on va essayer de travailler aujourd'hui. Je voudrais, au lieu de vous donner un petit peu comme les dernières fois des informations de façon parfois, c'est vrai, hélas, un petit peu dispersée, je voudrais qu'on essaie vraiment de penser, parce que c'est ce qui me semble le plus difficile dans la situation en cours, c'est vraiment d'essayer de développer des nouveaux cadres d'analyse, parce que je nous sens assez largement dépassé. Et depuis le Covid. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est... Au niveau des informations, je pense que vous pouvez en trouver. Je continuerai à vous en donner et j'essaierai de, peut-être plutôt dans les prochaines chroniques, de vous redonner un petit peu des informations que moi j'ai trouvées intéressantes et qu'on ne trouve pas forcément partout. Mais là, il faut vraiment essayer de se poser la question de comment on pense, comment on analyse ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on se sent dépassé. Moi, je suis assez étonné de constater que la gauche radicale, les dynamiques de gauche radicale, en France notamment, parce qu'ailleurs je connais moins, m'apparaissent assez perdues, assez groggy depuis le début de cette crise. Alors c'est déjà ce que j'avais constaté pendant la crise du Covid, où les gauches étaient un peu très embêtées, notamment par la montée du conspirationnisme. Ça mettait tout le monde dans une situation un peu compliquée. Et la question du vaccin avait pas mal paumé du monde. La question des politiques sanitaires, du confinement et tout ça, ça avait perturbé les personnes qui, dans la gauche radicale, prennent souvent la parole. Et là, on a un peu le même retour d'effet de bug. Et à mon avis, c'est parce que le logiciel idéologique, la façon d'interpréter, de penser le monde, elle fonctionne pas. Elle fonctionne plus. Déjà, c'est pas sûr qu'elle ait bien fonctionné, mais en plus, elle fonctionne plus du tout. Elle est vraiment mise en interrogation par ces deux crises successives que sont le Covid et là, la guerre en Ukraine. Alors, il y avait une première erreur qui consistait à considérer dans les gauches radicales qu'il fallait déserter la géopolitique. C'est ce que m'avait dit un illustre révolutionnaire français un jour. Il m'avait dit pourquoi tu t'intéresses à tout ça? Parce que ça fait longtemps que je m'y intéresse. Il m'avait conseillé de déserter la géopolitique, considérant que c'était un jeu de rôle, une espèce de spectacle international, et donc qui transférait la critique de la société du spectacle à la géopolitique. Moi, j'ai jamais bien compris ça. J'ai toujours retenu cette formule, gardé cette formule en tête, mais je l'ai jamais compris et surtout jamais appliqué. Et c'est surtout depuis l'explosion de ce qu'on a appelé les printemps arabes, les révoltes dans les pays arabes, que je me suis rendu compte que j'étais totalement ignorant sur ce qui se passait dans le reste du monde. Et qu'à l'inverse, il fallait non pas déserter la géopolitique, mais au contraire s'y intéresser de près. Parce que c'est ce qui fait la texture et la chair du monde. Alors, il y a différents enjeux, il y a l'anthropologie, tout ça, mais il y a aussi la géopolitique au sens pur, c'est-à-dire les armements, qui possède quoi comme arme, mais aussi les ressources, la question des énergies et tout ça. Donc ça, c'est un premier écueil qu'on trouve dans la pensée radicale de gauche. On trouve aussi les restes d'une certaine fascination pour la Russie. Alors ça, c'est un truc qui, moi, m'a toujours fait halluciner parce que politiquement, je me sens plutôt libertaire. Alors, pour être clair, hein, toujours anticapitaliste, je pense qu'il faut sortir du capitalisme. Je pense que c'est la meilleure formulation, d'ailleurs, sortie du capitalisme plutôt que combattre, parce qu'il y a une petite nuance. Travailler à la sortie, c'est pas exactement pareil que travailler à l'affrontement avec le capitalisme. L'affrontement avec le capitalisme, ça me semble un petit peu vain. Par contre, élaborer une piste de sortie, ça me semble un peu plus possible déjà. Et donc, il y a la famille libertaire, elle est un peu externe à ce dont je vous parle là, à ce cadre d'analyse-là du logiciel de la gauche traditionnelle qui est beaucoup plus léniniste dans sa filiation, c'est-à-dire héritier de la révolution de Lénine. Quand on sait qui était Lénine, quand on sait l'histoire de 1917, nous,
on va dire, les anticapitalistes d'une famille plutôt libertaire, pour l'auto-organisation, etc., qui refusent toute organisation hiérarchique centralisée, ça fait très longtemps qu'on n'a aucune sympathie envers ce que Lénine a pu essayer de porter et qu'on n'a pas attendu la dissidence trotskiste ou la mort de Staline pour se rendre compte de certaines choses. Et donc ça fait très longtemps que pour nous, pour cette famille politique-là, c'est-à-dire dès les années 20, puisque les premiers camps de travail et de répression mis en place par Lénine dès les années 20, ça fait très longtemps que l'étoile rouge est un symbole de mort. Étoile rouge que vous pouvez retrouver sur les Heineken que vous buvez sans doute occasionnellement, puisque c'est le signe du fait que la Heineken, c'est une bière de l'Est. Alors quand c'est sur une bière, ça va, c'est marrant, ça nous fait un souvenir un peu sympathique, mais quand c'est sur un journal qui est par ailleurs très intéressant, c'est plus embêtant. Donc une gauche radicale, traditionnellement donc un peu fascinée par la Russie léniniste, par le léninisme en tant que tel, c'est-à-dire la volonté d'une prise de contrôle de l'histoire, une prise de contrôle insurrectionnelle de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut prendre le pouvoir. Il y a cette hypothèse-là, toujours, dans une partie de la gauche radicale, selon laquelle on peut prendre le pouvoir par une insurrection armée, et à partir de là, diriger, commander, réorganiser la société. L'histoire nous a montré que ceux qui ont essayé, ils n'ont pas été très sympas d'abord avec les gens qui étaient défenseurs de la liberté, et puis avec tous les autres, et puis ça n'a pas bien marché. Alors donc cette gauche-là, radicale, se trouve un peu groggy, embêtée. Ça se constate par exemple, si vous prenez un site très intéressant, donc on a parlé du Monde diplomatique, mais on peut parler d'un site très intéressant comme Lundi Matin, on a pu constater qu'il y a eu une dizaine de jours de silence sur ce média clé des dynamiques révolutionnaires en France et dans le monde francophone. Et silence radio pendant une dizaine de jours sur la question de la crise, pour enfin nous donner ce lundi soir des interviews audio qui, si vous les avez écoutées, n'ont pas ajouté tant que ça à ce que nous disions, ce que j'avais pu déjà dire et ce qui était déjà dit par ailleurs. En tout cas, en termes d'analyse, on n'a pas beaucoup avancé. Donc ça indique ce côté un peu désemparé, déboussolé, ce que reconnaissait d'ailleurs fort justement le journaliste ou la personne qui organisait la discussion sur lundi soir, en disant que lui, il se disait mal à l'aise dans cette situation qui voit s'affronter deux impérialismes. D'un côté, l'impérialisme dit démocratique, en tout cas américain, otanien, et de l'autre côté, l'impérialisme russe. Et donc, il se considérait comme mal à l'aise, pris entre deux feux. À mon avis, la position mal à l'aise, moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Je me suis pas senti mal à l'aise depuis le début, depuis le jour 1, et dans les chroniques, c'est pas du tout ce que j'ai essayé de se... Voilà, moi, c'est pas un affect qui m'a traversé au niveau de l'émotion. Je me sens pas en dehors du truc, comme dans cette position nini. Et si certains se sentent mal à l'aise, tout comme sur la question qu'il y avait eu déjà du confinement ou du vaccin, c'est parce que, à mon avis, leur matrice idéologique, leur grille de pensée, elle est erronée. Alors dans les gens qui m'écoutent, qui regardent ces vidéos, il y a la moitié des gens, je dirais environ, qui appartiennent à cette gauche radicale, et une autre moitié qui s'en fout complètement, qui n'a aucune culture qui n'a pas cette culture-là. Et pour la première partie qui appartient un peu à ce logiciel, il y a des bons côtés, dans le sens où ce logiciel nous a permis, là je m'inclus un peu dedans, même si moi c'est plutôt une famille libertaire anticapitaliste, nous a permis de développer un sens critique, d'avoir beaucoup d'informations, de développer des outils d'analyse. Le problème, c'est que c'est difficile d'en sortir maintenant. Pour les autres, celles et ceux qui n'avaient pas cette socialisation, on va dire, politique de gauche et de gauche assez radicale, d'un côté, c'est cool parce qu'ils n'ont pas à se libérer de ces lunettes-là, mais de l'autre, ils ont tendance, je remarque, ils et elles ont tendance à arriver un peu de façon nouvelle dans la critique et du coup à sombrer un peu vite dans des thèses un peu farfelues du conspirationnisme. Mais à mon avis, c'est que temporaire. Et puis même pour celles et ceux qui restent un peu dans le cadre traditionnel de la gauche, de toute façon, je pense que ça va pas tenir encore longtemps. Alors quel est ce logiciel de gauche? Essayons de voir un peu ce qu'il est. Donc au mieux, c'est ni, c'est-à-dire ni américain, ni russe ou ni chinois. Donc essayer de trouver une position externe à ces deux impérialismes. Au pire, c'est anti-américain au point d'être d'être un soutien, de soutenir les autres anti-américains. Alors si on revient un peu plus en arrière, pendant la guerre froide, il y avait cette idée selon laquelle il valait mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Raymond Aron.
parce que Sartre était un compagnon de route du communisme, ce qui a des gens comme moi paraît une aberration, parce qu'être compagnon de route de ce régime-là depuis les années 20, c'est déjà totalement criminel. Mais et à l'inverse, Raymond Aron, donc un philosophe et grand théoricien de la géopolitique, pensait que il valait mieux s'abriter entre guillemets derrière le parapluie américain, qui, précisons-le, en plus nous avait déjà sauvés 2 fois, une fois en 1917, une fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc s'abriter derrière ce courant-là pour sécuriser le monde et pour le faire évoluer de l'intérieur. Raymond Aron, qui paraissait un peu un mec de droite, etc., ce qui à mon avis n'est pas vraiment le cas, mérite aujourd'hui d'être réévalué parce qu'on a du recul sur un siècle d'histoire, sur le moment où lui il a commencé à être jeune et se poser des questions, et donc ça vaut le coup peut-être de ne plus envoyer péter avec autant de nonchalance quelqu'un qui a rencontré le nazisme dès les années 30 et qui a eu beaucoup de flair, il me semble, sur les totalitarismes. Alors donc actuellement dans la guerre, voilà, les gauches sont forcément bien embêtées parce que les États-Unis ont raison. C'est ça qui fout la merde. C'est que ça nous arrache la gueule, excusez-moi d'être un peu vulgaire, de reconnaître que les États-Unis ont raison. Les États-Unis, c'est eux qui ont annoncé et prédit l'invasion russe. Ils ont fait une petite erreur quand même, hein, il faut savoir nuancer. Ils ont fait une petite erreur parce qu'ils pensaient que Kiev allait tomber en une semaine. Ça n'a pas marché. Et c'est en tout cas eux qui ont prédit ça. C'est eux aussi qui ont mis en route des sanctions là récemment sur le pétrole et qui tiennent une position qui est juste. Et ça, ça embête plein de monde. Ça embête plein de monde que les États-Unis tiennent une position politique sur la scène internationale qui est relativement juste dans la situation actuelle, tout comme ça embête plein de monde que les États-Unis aient réussi à développer des techniques avec ARN messager qui fonctionnent, qui ont fonctionné. Mais il faut à un moment sortir de ces impasses et trouver d'autres positions. Alors, ce logiciel de gauche, on peut trouver un des théoriciens qui est intervenu justement sur la crise, qui s'appelle Noam Chomsky, que j'espère vous connaissez. Noam Chomsky, c'est quelqu'un qui a beaucoup analysé le langage, c'est un théoricien de la matrice langagière, de la grammaire, qui d'ailleurs va exactement dans mon sens, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un qui est universaliste, qui a permis dès les années 70 de démontrer que les structures de chaque langue, de chaque langage, fonctionnent relativement de la même façon, que nous sommes tous humains, grosso modo, et qu'il n'y a pas de séparation radicale entre les langues. Les langues fonctionnent de la même façon et du coup génèrent des rapports au monde que l'on peut partager. Je vous invite à regarder un débat entre Noam Chomsky et Michel Foucault, très célèbre de ces années-là, dans lequel il me semble que Noam Chomsky l'emporte et que Foucault démontre sa gesticulation un peu narcissique devant un vrai théoricien du langage et de l'universalisme. Néanmoins, Noam Chomsky, donc, qui est un phare de la pensée de la gauche, qui est quelqu'un de vraiment intéressant. Donc là, c'est pour monter un peu en gamme par rapport à des gens comme Mélenchon, qui ne sont pas du tout des intellectuels et qui sont actuellement dans le déni complet. Alors, Noam Chomsky a proposé, dans la revue Ballast, qui est une célèbre revue pareil dans la gauche radicale française, anticapitaliste, très intéressante, son regard sur la guerre. Donc je vous invite à lire cet article, le regard de Noam Chomsky sur l'Ukraine dans la revue Ballast. Je vous lis un petit extrait de ce qu'il dit, puisque ça nous permettra de résumer cette thèse de la gauche radicale. Noam Chomsky dit, je le cite, « En bref, la crise actuelle couve depuis 25 ans. Les États-Unis ayant rejeté avec mépris les préoccupations des Russes en matière de sécurité, en particulier leur ligne rouge claire, la Géorgie et surtout l'Ukraine. Il y a de bonnes raisons de croire que cette tragédie aurait pu être évitée, et ce jusqu'à la dernière minute. » Voilà ce que nous dit Noam Chomsky, à mon avis, largement à tort. Parce que là, même si je l'aime bien à plein d'égards, il incarne vraiment cette impasse, cet archaïsme, cette aporie dans laquelle se trouve la gauche radicale. Alors pourquoi il se trompe? Pourquoi ça ne tient pas la route du tout, ce logiciel-là? D'abord, parce que la réalité ne cadre pas avec ses lunettes. Si on prend ces lunettes-là, eh ben, on refuse de voir la réalité vraie, l'histoire qui s'est passée. Par exemple, l'impérialisme russe est totalement indépendant de l'impérialisme américain. Il est beaucoup plus ancien. Les tsars ont commencé à être impérialistes à l'égard de l'Ukraine bien avant que naisse l'impérialisme américain. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, pour illustrer cette thèse selon laquelle les lunettes anti-américaines ne fonctionnent pas pour comprendre la crise actuelle,
À la fin du 19e siècle, les tsars, la Russie tsariste a interdit la publication de textes en ukrainien. Vous vous rendez compte? Écrire en ukrainien, donc en Ukraine, qui était déjà annexée par la Russie tsariste, c'était impossible d'éditer, de publier un texte en ukrainien. Bah, ça, c'est pas la faute des Américains. C'est pourtant une attaque ultra violente à une culture. C'est pas la faute des Américains. Plus décisif encore, dans les années 30, donc comme quoi il y a des permanences qui dépassent les révolutions, les changements de régime. Parce que ce premier exemple que je vous donne, c'est la Russie tsariste. Deuxième exemple, c'est la Russie de Staline, soviétique. Donc, peu importe qu'elle soit communiste ou qu'elle soit tsariste, la Russie est impérialiste à l'égard de l'Ukraine. Peu importe la présence des États-Unis, puisque là, donc, dans les années 30, donc, il y a déjà un impérialisme américain, mais qui n'est pas présent en Europe au point d'être décisif. Donc dans les années 30, vous le savez, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, Staline organise la grande famine de l'Ukraine, qu'on appelle Holodomor, qui fera entre 2 et 6 millions de morts, selon les estimations. Il y a plein d'estimations différentes, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais n'empêche, 5 millions de morts au cœur de l'Europe par un génocide par famine, c'est-à-dire que c'est volontaire qui veut les tuer. Et ça, c'est pas la faute des Américains. Donc, s'il y a un contentieux de la part du peuple ukrainien à l'égard de la Russie, bah, c'est ce génocide-là qui crée une charge historique émotionnelle très puissante. C'est pas l'impérialisme de l'OTAN qui se rapproche de Vladimir Poutine et qui le vexe. Il faut quand même le comprendre. Chomsky, il est sympa, mais pour les Ukrainiens qui ont leurs grands-parents qui sont morts de famine, dans une famine organisée par Staline, je vois pas en quoi il faudrait être compréhensif et surtout ne pas vexer Staline. D'ailleurs, c'est à noter le fait que tout le monde connaît le mot Shoah, personne connaît le mot Holodomor. L'Ukraine, entre la Seconde Guerre mondiale et cette famine, a perdu 10 à 12 millions de personnes, 10 à 12 millions de morts en Ukraine, en une dizaine d'années. Vous vous rendez compte, ça fait environ 1 million de morts tous les ans, dans une société qui compte 30 millions d'habitants, 1 million de morts tous les ans pendant 10 ans. L'Ukraine, la Pologne et la Russie de l'Est, ce sont des régions, on appelait ça les terres de sang, tellement il y a eu de morts. Et nous, on n'en a aucune connaissance, on n'en a aucune culture, on connaît tous d'autres choses, et c'est évidemment que c'est important qu'on connaisse le mot Shoah, puisque c'est 6 millions de morts, et c'est les 2 tiers des Juifs d'Europe. Donc, relativement, évidemment que c'est important qu'on connaisse, mais, et qu'il soit plus important dans notre culture, d'accord. Mais le fait de ne pas connaître du tout le fait qu'il y ait une famine en Ukraine, ça craint quand même. Alors évidemment, les libertaires ont toujours été plus au courant de ça, puisque les libertaires, depuis Makhno, qui était lui aussi on va dire un camarade ukrainien, avait très bien compris la barbarie du régime communiste. Mais le fait que ça soit sorti de la culture occidentale, ça indique une espèce de bug dans ces lunettes-là, des angles morts dans le logiciel de gauche, qui là ne résiste plus. Donc l'impérialisme russe est totalement indépendant, il est plus ancien que l'impérialisme américain. D'autre part, si on approche de l'époque récente, je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos à quel point la Russie n'avait pas été humiliée et mise au banc des nations internationales, une série d'autres faits prouvent que l'OTAN a, au lieu d'être de ce que dit Noam Chomsky, c'est-à-dire que l'OTAN a été agressif et humiliant envers la Russie, c'est pas du tout ce qui s'est passé. À l'inverse, l'OTAN a laissé faire. Donc, des exemples. Cette Russie, donc on a vu à quel point elle a été agressive, barbare à l'égard de l'Ukraine, 6 millions de morts. Eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on leur donne un siège à l'ONU et on les laisse en place. C'est-à-dire que c'est comme si on imaginait que un régime barbare comme le régime nazi, on lui laissait sa place. On disait, ok, on vous laisse des armes, on vous laisse en place. C'est ça qu'on a fait avec la Russie. On les a pas du tout humiliés, on leur a non seulement laissé une place symbolique à l'ONU, mais en plus, on leur a laissé une place matérielle à Kaliningrad. Kaliningrad, c'est une exclave, c'est-à-dire c'est une petite entité russe, loin de l'Empire russe, qui est au nord de la Pologne, qui est une espèce qui existe actuellement, qui contient des armes nucléaires, qui est une base militaire russe. C'est comme si l'Europe, puisque la Pologne c'est l'Union européenne, vivait avec une arme braquée sur la tête, une arme russe braquée sur la tête. Et qui est-ce qui tient cette arme ? Ce sont des gens qui ont pratiqué un impérialisme depuis plus d'un siècle et demi, même plus, et très agressif, et très sanglant à l'égard des populations européennes. Eh bien, ces gens-là, les mêmes structures étatiques, on a des continuités historiques, continuent de braquer une arme ultra-violente, nucléaire, sur la Pologne, qui est juste à côté de l'Allemagne. Rappelons que quand même, l'Allemagne,
a été occupée par les forces russes jusqu'à la chute du mur. Et se retrouve encore aujourd'hui avec des têtes nucléaires à Kaliningrad baraquées sur elles et sur eux. C'est pas l'OTAN qui agresse la Russie, c'est la Russie qui maintient ces armes-là. Et ça s'inscrit dans une continuité historique. 1993, dans l'Abkhazie du Nord, un conflit éclate, donc après la chute du mur. Depuis cette époque, des soldats russes continuent d'occuper cette partie du territoire. En 2000, Poutine massacre et rase Grozny. Bon, bah, c'est pas l'OTAN qui est agressif, on l'a laissé faire. Poutine a été laissé libre de faire ça. On savait que la Russie est ultra violente, l'impérialisme russe est ultra sanglant, barbare et violent depuis un siècle et demi. Bah, il continue à Grozny. Les Occidentaux laissent faire. 2008, il attaque la Géorgie, tout le monde laisse faire. Bon, à l'inverse, Sarkozy et Merkel, en 2008 aussi, lors d'un sommet, disent que l'Ukraine et la Géorgie ne feront jamais partie de l'OTAN. Donc, c'est pas, encore une fois, l'OTAN qui a été agressif, puisque Sarkozy et Merkel, surtout Merkel, puisqu'elle veut rester bien avec Poutine à l'époque, disent que la Géorgie et l'Ukraine, on les laisse tomber. Tant pis si Poutine veut les attaquer, on les laisse tomber. Tout ça donc n'a pas retenu Poutine, il a continué. Donc 2000, il rase Grozny, 2008, il attaque la Géorgie, 2014, il annexe la Crimée, tout le monde laisse faire, aucune agressivité occidentale à l'égard de cet impérialisme russe. Et enfin, dernière attaque, non content d'avoir attaqué la Crimée, ben en 2015, il rase Alep, forcément. Donc, l'histoire de l'impérialisme russe, c'est le fait qu'on l'a totalement laissé faire. On l'a totalement laissé faire depuis que les tsars ont sauté, et même déjà depuis les tsars, tout le monde s'en fout, tout le monde laisse les impérialistes russes faire ce qu'ils veulent et massacrer les populations qu'ils veulent. C'est ça la réalité. À savoir aussi que je vous avais déjà dit que Solzhenitsyn était un nationaliste russe, puisqu'il considérait que l'Ukraine devait rester russe. Notez aussi sur cette même idée que l'opposant principal à Vladimir Poutine, Navalny, c'est un nationaliste russe. À la base, il appartient au mouvement nationaliste russe. Il n'a rien à voir avec des trucs sympathiques qu'on pourrait imaginer. C'est pas un dissident de gauche ou de gauche radicale. Navalny, c'est un nationaliste. Donc il ne faut pas sous-estimer la puissance du nationalisme russe. Ce qui n'enlève rien à la grandeur de la culture russe, je l'ai déjà assez dit comme ça. D'ailleurs, on peut noter au passage que l'Occident n'a eu de cesse de reconnaître et de célébrer la grandeur de la culture russe à juste titre. Il ne me semble pas que Tolstoï, Dostoïevski ou la danse classique russe ou les orchestres russes soient l'objet d'un mépris ou d'un racisme de la part des Occidentaux. Donc cette thèse selon laquelle on vexe en permanence les Russes et on les humilie, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment jeter ces lunettes-là et arrêter avec cette façon de voir la réalité. D'autre part, si on décale, parce qu'on va dire là on se bloque sur la Russie, prenons un autre exemple, la question de l'impérialisme chinois, qui est réel lui aussi. La Chine, on la laisse faire, elle aussi depuis des décennies. Les Occidentaux ne sont pas une puissance qui attaque depuis les années 80, par exemple, qui attaque tout le monde, qui attaque la Russie dès qu'elle fait un truc, ou qui attaque la Chine dès qu'elle fait un truc. La Chine, donc on a parlé du cas de la Russie, la Chine a agressé le Tibet, on l'a laissé faire. Ensuite, elle a agressé le Xinjiang, où il y a un génocide de la population ouïghour. On les laisse faire actuellement, tout le monde les laisse faire. On a même des habits qui viennent de là-bas. Donc arrêtons de dire que l'Occident écrase le monde sous sa botte américaine. On laisse la Chine massacrer le Tibet, on la laisse massacrer les Ouïghours, et depuis peu, on l'a laissé annexer Hong Kong. On les laisse faire. Est-ce que le fait de les laisser faire, ça les a freinés? Non. Ça ne les empêche pas de continuer. On les laisse faire. Donc quand on dit « Ah, on aurait dû être plus cool avec eux, on a vexé l'impérialisme chinois », par exemple, c'est ce qu'on nous dira après. Quand la Chine va annexer Taïwan, la gauche radicale va dire « Ouais, mais forcément, les Américains, ils sont hyper agressifs avec les Chinois. » Mais quelle agressivité, on les laisse faire. On les laisse tout faire. Et est-ce que le fait de les laisser faire, ça les empêche d'être de plus en plus agressifs envers Taïwan? Non. Alors je ne dis pas qu'il faut déclarer la guerre à la Chine, ou je ne dis pas qu'il aurait fallu déclarer la guerre à la Russie dès lors que, par exemple, ils ont attaqué la Géorgie en 2008. Je dis que, en tout cas, la thèse du fait que c'est la faute des Occidentaux parce qu'on est agressif envers eux ne tient pas la route. Savoir s'il fallait déclencher une guerre contre eux, s'il aurait fallu déclarer une guerre à la Chine, une guerre économique d'abord à la Chine à partir du moment où elle a annexé Hong Kong, ça se discute. Pourquoi pas? C'est à réfléchir. Je sais pas trop, j'y ai pas pensé parce que là j'ai essayé de développer autre chose, mais bon, il y a une interrogation. Donc on voit bien, si on fait le parallèle avec l'impérialisme chinois, que ça ne tient pas non plus.
Ensuite, je ne nie pas, évidemment, si vous avez suivi mes chroniques depuis longtemps, l'existence d'un impérialisme américain. Bien sûr, en étant anticapitaliste, je ne peux que le combattre et le dénoncer depuis longtemps. Par contre, il ne faut pas tout mettre sur le même plan. L'impérialisme américain n'est absolument pas comparable avec l'impérialisme russe et avec l'impérialisme chinois. L'impérialisme russe, c'est un génocide en Ukraine, c'est l'Holodomor. L'impérialisme américain, bien sûr, il y a le génocide des Amérindiens, il y a l'esclavage, mais ça c'est quand même un peu plus ancien. Au XXe siècle, ça n'est pas comparable. Il y a cette affreuse guerre en Corée, il y a la guerre du Vietnam. Notons au passage que la guerre du Vietnam, donc les Américains ont fini par la perdre. Nous, peut-être qu'à l'époque, nous aurions dit vivre le FLN, le Front de Libération du Vietnam, sauf que les Américains se barrent, laissent le Vietnam, et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a donné le Vietnam libéré de l'impérialisme américain? C'est pas cool, c'est une dictature qui travaille pour Nike. C'est ça le Vietnam, quand il n'y a pas les Américains, ça donnait ça. Donc, l'histoire nous donne maintenant un peu de recul, entre ce que ça donne sans les Américains et ce que ça donne avec, par exemple la Corée du Sud, c'est pas si facile de faire le calcul, c'est pas si facile de dire que il faut qu'on accepte de reconnaître le fait que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ne certainement pas mettre sur le même plan l'impérialisme américain et les crimes de guerre commis par l'impérialisme américain et l'impérialisme russe. Ça n'a rien à voir. Ou l'impérialisme chinois. Ça n'est absolument pas comparable. C'est vraiment d'un autre ordre de grandeur. Par exemple, on cite les interventions américaines, certes pour le moins cavalières à l'égard du droit international, ce qui a fait péter un plomb à Poutine, mais ça visait pas des démocraties. Les États-Unis, quand ils interviennent, par exemple, première guerre du Golfe, bon, évidemment pour le pétrole, mais ils interviennent contre Saddam Hussein. Saddam Hussein, il a déclenché une guerre affreuse, horrible, chimique, contre l'Iran, qui a fait 1 million de morts. Bon, l'Ukraine, c'est pas ça. Quand les États-Unis attaquent quelqu'un durant ces dernières décennies, c'est pas des démocraties. C'est pas Hong Kong, c'est pas Taïwan, c'est pas l'Ukraine. Les États-Unis, quand ils attaquent, c'est autre chose. Et même quand la France attaque Kadhafi, c'est pas comparable. Bien sûr, c'est de l'impérialisme français, mais ça n'a rien à voir. C'est d'une autre nature. Quand l'OTAN intervient en Serbie, bon, la Serbie, c'est pas cool la Serbie. Enfin, je veux dire, les Kosovars, peut-être qu'ils étaient contents que BHL y fasse des pieds et des mains pour que l'OTAN intervienne. C'est ça aussi. C'est facile de cracher sur BHL. Je suis le premier à le faire depuis longtemps. Mais il faut se mettre à la place des musulmans qui vivaient dans l'ex-Yougoslavie. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux? Ils étaient en train de se faire génocider par Milosevic, qui était un pote qui est un pro-russe d'ailleurs. Bon, alors l'interventionnisme de l'OTAN, c'est vraiment un truc de blanc que de le dénoncer. Si vous êtes musulman dans l'ex-Yougoslavie à l'époque, peut-être que vous dites, putain cool, heureusement qu'il y a un juif comme BHL qui vient essayer de nous défendre un peu. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître. La Serbie, vous savez ce qu'ils disent actuellement en Serbie? C'est un des seuls endroits du monde, donc l'endroit où l'OTAN est intervenu militairement en enfreignant les règles du droit international pour s'interposer entre les Serbes et les autres, on va dire, disons pour stopper le nationalisme serbe. En Serbie, en ce moment, c'est un des seuls endroits du monde où dans les stades on crie Russie, Russie, Russie. Le football serbe, qui est assez important, assez puissant, continue à être sponsorisé par Gazprom et le revendique. C'est-à-dire que le nationalisme serbe continue d'être pro-russe, continue d'être dans le déni du génocide qu'ils ont commis dans les années 90, et quand l'OTAN intervient, c'est contre ce genre de personnes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intervention de la Russie en Géorgie, par exemple. Dernier exemple, on l'a vu, Kadhafi, puis ensuite, encore une fois, l'intervention en Irak. Alors on nous dit, à gauche, on nous dit, bon, il y a une campagne anti-russe, il y a un mépris des Russes, alors que quand c'est les États-Unis, personne ne bouge. Voilà, ça c'est une autre thèse qui est tenue dans cet article avec Noam Chomsky, dans la revue Ballast, le journaliste, donc c'est un journaliste américain, je crois, qui pose la question à Chomsky, il dit, vous trouvez pas qu'il y a quand même deux poids deux mesures? Quand Poutine déconne, tout le monde met son drapeau ukrainien, par contre quand les Américains déconnent, personne ne bouge. Quand les Américains envahissent l'Irak, personne ne bouge. Eh ben c'est faux. Faites de l'histoire, bordel. Moi je me passionne pour la réalité empirique, si on fait de l'histoire, on sait que les dernières plus grandes manifestations, parce que le nombre compte sur le continent européen, et peut-être les plus grandes manifestations simultanées qu'a connu ce continent dans lequel nous vivons, c'est contre la guerre en Irak en 2005. En 2005, il y a plusieurs millions de personnes, je crois que c'est 5 à 6 millions de personnes qui sont descendues dans la rue en même temps
dans plusieurs capitales d'Europe, Londres, Paris, etc. Donc, tout le monde n'a pas laissé faire l'impérialisme américain comme si on s'en foutait. L'impérialisme américain, il a été contesté, combattu par les gens du monde libre. Et il fallait le faire, bien sûr. Donc, ne faisons pas comme si il y avait une espèce de deux poids, deux mesures. Non, il a été combattu, il a été dénoncé. Il a fait l'objet de manifestations, d'oppositions, on a fait ce qu'on a pu, pas beaucoup, mais il a été combattu. Donc il n'y a pas de deux poids, deux mesures, il n'y a pas de... Ok, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors du coup, on voit que cette grille d'analyse de ni-ni des deux impérialistes, des deux impérialismes dont il faudrait s'extraire, elle ne tient pas. Alors, si elle ne tient pas, moi je me suis dit, comment c'est possible qu'on garde ces lunettes, ces regards sur la réalité, alors que ça colle pas du tout, ça ne permet pas de voir le réel. Il faut essayer de comprendre, si ça ne tient pas empiriquement, pourquoi est-ce que, affectivement, ça continue de tenir. Alors, plusieurs raisons. D'abord parce que c'est confortable. On aime toujours avoir un ennemi. Alors là, c'est sûr que faire de l'histoire au très long cours et imaginer le grand cours de l'histoire et le grand cours civilisationnel de l'humanité, c'est plus compliqué que d'en vouloir à un ennemi bien précis, localisé, de dire les Américains, c'est les méchants. Ça, c'est un réflexe très archaïque qui nous vient de très longtemps. Depuis que les sociétés humaines existent, je pense qu'hélas, elles se structurent un peu comme ça, en ennemis-amis, et qu'on a besoin, dans notre matrice intellectuelle, dans la façon de comprendre, de se figurer un ennemi et de s'y opposer. Premier défaut. Ensuite, c'est une belle façon de rester au centre du jeu. De se dire, bon, bah, puisque les Occidentaux sont méchants, puisque c'est nous les Occidentaux, bah, on se met toujours bien au centre. C'est nous qui sommes méchants. Donc on a là ce réflexe assez classique, typiquement occidental pour le coup, de la haine de soi, de rester au centre, mais sur le mode de la culpabilité. C'est-à-dire qu'on reste dans un narcissisme, si on prend une personne, eh ben moi je fais pas bien, je m'en veux de mal faire, et du coup, bah, ça reste une forme de narcissisme. De la culpabilité, judéo-chrétienne, on le sait très bien, qui nous vient donc de nos religions, de nos tristes religions monothéistes, qui nous invite à croire que nous sommes mauvais, que notre corps est mauvais, etc. Et donc une haine de soi, une façon de rester au centre. Et donc cet anti-américanisme primaire, c'est une façon de rester occidentalo-centré. C'est une forme d'ethnocentrisme dont il faut enfin prendre conscience pour passer à autre chose. Surtout, c'est une négation de l'historicité des premiers concernés. C'est-à-dire que, par exemple, en Russie, il y a plein d'opposants qui dénoncent le fait que l'Occident a laissé faire Poutine depuis des décennies. En Ukraine, et c'est ce qu'ils nous disent actuellement, ils disent mais bougez-vous. Donc dans cette logique, dans cette façon de croire que c'est la faute des Américains, c'est un déni, on retrouve vraiment un déni d'historicité aux premiers concernés, à savoir par exemple les peuples des pays baltes, le peuple polonais, le peuple ukrainien, qui lui n'est pas manipulé par l'OTAN, mais veut simplement appartenir à un monde plus libre que le monde de la Russie, et depuis longtemps. Donc il y a cette façon toujours de dénier, par exemple, les habitants de Hong Kong, en disant oui mais ils sont manipulés par les Américains, par l'idéologie américaine, ce que dit le pouvoir chinois. Mais non, mais ils ont juste simplement envie de vivre comme nous. Et on peut les comprendre, même s'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans notre société et dans le système capitaliste, on peut comprendre les gens qui vivent dans d'autres pays, qui ont envie de vivre un peu plus comme nous que dans la Russie de Poutine ou dans la Chine dictatoriale. Donc ça, il faut reconnaître aux premiers concernés leur voix, il faut leur laisser la parole. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? On veut faire partie de l'OTAN. Bon, c'est pas l'OTAN qui est impérialiste, c'est eux qui veulent en faire partie. Moi, je pense qu'il vaut mieux les intégrer dans une gouvernance mondiale et faire évoluer cette gouvernance pour qu'elle soit de moins en moins sécuritaire, pour qu'elle soit de moins en moins, justement, impérialiste. Alors enfin, il faut quand même trouver aussi des bonnes raisons, parce qu'il y a cette idée du confort, il y a cette idée de se mettre au centre du jeu, de culpabilité, qui explique pourquoi ça marche. Mais il faut, comme j'ai eu plusieurs retours là-dessus, j'ai dû quand même m'interroger un peu plus sincèrement, enfin je sais pas, essayer de trouver objectivement pourquoi est-ce que tant de gens se posent en ennemis de l'impérialisme américain. Eh bien c'est sans doute aussi parce qu'il y a une bonne raison, parce qu'ils ont raison. C'est que c'est une façon de maintenir un esprit critique. Et ça, c'est juste. Alors, c'est un peu décalé, mais si ces lunettes tiennent encore et collent encore à la vue et bloquent un peu le regard, si on les garde si longtemps, c'est parce qu'elles gardent aussi en ligne de mire quelque chose d'intéressant. Cette chose intéressante, c'est d'une part, le fait que les États-Unis sont effectivement un pays, une nation, on va dire, impérialiste, qui vise à mettre son drapeau partout, même sur la Lune, et qui veut le remettre, pour envoyer cette fois des femmes sur la Lune.
Et c'est quand même pas très joli, quoi, de mettre des drapeaux sur des trucs. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, il y a de quoi rester, garder un bon lance-flamme critique contre l'impérialisme américain. Il le faut. Et d'autre part, plus intéressant, il me semble que ce logiciel de gauche, ce qu'il considère comme être l'impérialisme américain, en fait, c'est un impérialisme mondial. C'est ce qu'on appelle, dans certaines théories radicales, l'empire avec une majuscule, qui n'est pas réductible au drapeau américain. On assiste bel et bien à un impérialisme qui se développe sur la planète entière, qui est l'unification des formes de vie, au regard duquel les espèces de petites dissidences chinoises ou russes paraissent bien secondaires, puisque tout le monde, aujourd'hui, utilise un smartphone, par exemple. Voilà, ça c'est l'impérialisme américain. C'est les Américains qui ont inventé le smartphone, tout le monde en utilise un, tout le monde en veut un. Partout sur Terre, tout le monde en veut un. Et ça, c'est l'objet matériel individualisé qui crée une porte vers cet impérialisme mondial, vers cette grande plateforme mondiale, qui, à mon avis, se développe et se développera de toute façon, qui n'est pas le fait des Américains. Comme je l'ai expliqué dans un entretien avec Alain Testo, que je vous invite à revoir sur la chaîne YouTube, cet impérialisme mondial, il aurait pu se faire sous la bannière chinoise. Les Chinois étaient très avancés depuis des siècles, ils ont dominé le monde pendant des siècles. Ça aurait très bien pu être l'impérialisme chinois qui développe l'impérialisme mondial et le drapeau chinois sur la Lune. Ça n'aurait pas changé grand-chose au truc. D'un point de vue anthropologique, la connexion globale aurait été la même. Moi, il me semble que c'est vraiment une erreur de croire que de s'intéresser tant que ça à la bannière. Ce qui compte, c'est le mécanisme, c'est-à-dire l'unification des formes de vie. Cette unification des formes de vie, elle allait se faire de toute façon, il me semble. C'est là qu'on me reproche d'avoir une vision téléologique de l'histoire. C'est à discuter. Cette unification des formes de vie, elle aurait pu être chinoise, n'empêche qu'il y a unification. Aujourd'hui, il se trouve qu'elle est américaine, et il faut effectivement s'en méfier, même si c'est le cours de l'histoire. Il me semble que c'est le cours de l'histoire, donc ça sert à rien de lutter contre le cours de l'histoire. C'est l'erreur des révolutionnaires qui parfois essaient de lutter contre le cours de l'histoire. Non, ça marche pas. Être révolutionnaire, c'est pas ça. C'est comprendre le cours de l'histoire, et à l'intérieur du cours de l'histoire, essayer de le faire progresser, l'accélérer éventuellement, ou le faire bifurquer dans les bonnes directions, mais certainement pas lutter contre. Donc cet impérialisme mondial, la gauche radicale a raison de s'en méfier et de le dénoncer, et il faut continuer à le faire, mais en étant plus subtil que dans cette opposition entre États-Unis et Russie, parce que nous, dans ce cas-là, on fait quoi? Il vaut mieux se dire, comme invité à le faire, à mon avis, quelqu'un comme Raymond Aron, qui a effectivement un impérialisme global, mais que déjà cet impérialisme global, il est voulu par les populations concernées. Ensuite, que c'est le moins pire des systèmes de sécurité et de sécurisation pour réduire la violence sur la Terre, et que c'est depuis l'intérieur de cet impérialisme-là qu'on peut essayer de faire avancer des formes d'autogestion, des formes de solidarité, des formes d'auto-organisation. Voilà un peu comment redresser la barre un petit peu, je sais pas, du système idéologique dans lequel on est un peu bien embêté. Voilà, j'avais d'autres trucs à vous dire, plus anecdotiques, mais comme je voulais faire une vidéo juste là-dessus, sur la façon de penser, j'avais d'autres trucs, on va dire, plus informationnels à vous dire, mais je vais arrêter là et je garde les infos pour une autre vidéo. N'hésitez pas encore une fois à m'expliquer vos désaccords, ça m'aide à essayer de comprendre et à essayer d'affiner le truc. Et puis voilà, essayons de dresser de nouvelles perspectives ensemble pour avancer et pour essayer d'être moins paumé à chaque fois qu'il y a une crise. En attendant la prochaine vidéo, mettez un pull. Ça, on n'a pas attendu la crise avec l'Ukraine. Quand je dis on, ce sont, je sais pas, les libertaires, écologistes, anticapitalistes du monde entier. On n'a pas attendu qu'il y ait une crise avec l'Ukraine pour dire qu'il fallait arrêter de chauffer des logements à 20 degrés. Il ne faut pas le faire. Et puis faites attention à votre alimentation, puisque si le prix de l'alimentation va augmenter, le prix de l'alimentation locale, bio, saine, pas forcément bio en tant que label, mais en tout cas saine et de qualité, va augmenter moins proportionnellement. Ce qui va augmenter, le prix de la malbouffe va augmenter plus vite et plus fort que le prix de la bonne bouffe. C'est pour ça qu'il y a toutes les raisons de voir le verre à moitié plein. Salut!